Je suis vétérinaire et psychiatre pour animaux de compagnie. En quelque sorte, j'occupe une niche de la médecine vétérinaire. J'ai passé beaucoup de ma vie professionnelle à étudier l'attachement et l'amour chez tous les animaux, humains ou non humains. Pourtant, dans le langage, amour et animal ne vont pas forcément très bien ensemble. On s'éclate comme des bêtes. Dans chaque homme, il y a un cochon qui sommeille. Être comme une chatte en chaleur ou un bouc en rut. Pour certains, la part animale qui est en nous, c'est le pire, c'est la bestialité. Et moi, j'ai envie de vous dire, nous pouvons être fiers de la part animale. Notre part animale, c'est la base de ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est la base du mouvement de la vie. C'est la racine de la solidarité et du partage. C'est le terreau indispensable pour l'éclosion et la croissance de l'amour et de l'attachement. Et là, vous vous dites, le vétérinaire, il a pris quoi avant de venir? Non, c'est juste de l'observation, de la science et de l'amour. Actuellement, la pensée dominante, c'est Darwin. Quand on pense animal, évolution, sélection, on pense struggle for life. On pense la loi du plus fort. Alors bien sûr, cela existe en chacun de nous, plus ou moins fort, de façon plus ou moins visible. Parfois, quand il y a une seule ressource pour deux, une seule place pour deux, qui a dit une seule femelle pour deux mâles, il faut bien se battre. Alors on a envie d'avoir la puissance et la beauté du tigre. Bref, la violence existe dans la nature et elle existe en nous aussi. Mais il n'y a pas qu'elle, loin de là. Il y a aussi l'amour. À partir du moment où nous parlons d'espèces dans lesquelles le lien maternel existe, il nous faut employer le mot amour. Quand vous regardez une femelle mammifère avec son petit, le mot s'impose. Ce sentiment qui rend un être saillant dans l'univers, qui rend un être unique pour vous, que vous soyez chien, tigre ou humain. Ce sentiment qui fait qu'il devient possible de risquer sa vie pour lui, qui fait que le moment le plus doux de la journée, c'est quand son corps vient se nicher au creux du vôtre. Vous l'appelleriez comment, vous? Relation affiliative positive, comme voudraient nous faire dire certains éthologues? Relation de nourrissage ou de soins, comme pensait Freud, qui ajoutait l'attachement s'attrape au sein maternel. Et il ajoutait, dans un éclair de lucidité, « Je n'ai jamais très bien compris ce lien qui unit la mère à l'enfant ». Bowlby, lui, a théorisé l'attachement. Il en a fait une fonction vitale qui existe pour nous les hommes et qui existe chez beaucoup d'animaux. Nous en connaissons les bases biologiques. Les hormones d'abord. L'ocytocine, dont on connaît bien le rôle pour l'accouchement. C'est une petite molécule qui a de grandes fonctions. On l'appelle aujourd'hui l'hormone de l'amour et de l'attachement. Et puis la prolactine, elle, c'est une grosse molécule et elle a un rôle important dans la lactation, mais elle va venir aussi donner un coup de main à l'ocytocine pour rétablir le lien dans la durée. Voyez ça comme un couple, les Astérix et Obélix de l'amour. Il y en a un qui intervient très vite et de façon courte, et l'autre qui va venir plus lentement, mais qui va durer plus longtemps. À elles deux, elles permettent l'établissement et la pérennisation du lien. Et alors, vous savez le plus drôle, à tel point que j'allais l'oublier, c'est que les oiseaux aussi, ces hormones existent aussi chez les oiseaux. Pourtant, aux dernières nouvelles, les oiseaux n'allaitent pas et n'accouchent pas. Et pourtant, ils ont ces deux hormones parce qu'au-delà du nourrissage, le lien qu'ils entretiennent avec leurs oisillons est un lien très fort qui répond aux caractéristiques de l'attachement, protection et autonomie du petit. L'amour comme l'attachement active le circuit de récompense, bien connu des spécialistes de l'addiction. Cette partie archaïque du cerveau relie des noyaux de substances grises dont l'activation produit une sensation de plaisir, sensation que l'individu, animal ou humain, va s'attacher à retrouver. L'amour donne du plaisir au point parfois d'en être comme drogué
et cela n'est pas vrai que pour l'humain, c'est vrai aussi pour l'animal. Ce circuit de la récompense communique en arrière avec l'hypothalamus et l'amygdale, en avant avec le cortex frontal, pour établir un circuit qui permet de concilier les deux émotions fondamentales de la vie, la peur et le plaisir. Et oui, l'émotion primaire de la vie, c'est la peur. Sans peur, pas de vie possible. Il faut connaître le danger, il faut apprendre à l'éviter pour pouvoir survivre. Et puis, au cours de l'évolution, en même temps que la maternité, apparaît la confiance. Et ça, c'est le contraire de la peur. Ce petit qui vient de naître devrait déclencher chez la mère une sensation de peur. Et au contraire, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de le protéger. Non seulement elle n'en a pas peur, mais son odeur, les sons qu'il émet, son contact déclenchent chez elle une immense sensation de bien-être. Et s'il disparaît, une affreuse sensation de manque intervient. Qu'elle soit singe, dauphin, éléphant ou humain, soudain, un être existe dans son espèce qu'elle aime par-delà tout. Celui-là, elle l'aime de façon inconditionnelle. Bien sûr, cela fait pareil pour le petit. Le petit il est attaché à sa mère autant que la mère est attachée à lui. Alors scientifiquement, cela s'appelle l'attachement. Mais pourquoi on s'interdit pour l'animal le mot d'amour ? Ce sont nos sens d'abord qui construisent l'amour chez nous. L'odeur d'un corps, le son d'une voix, le contact d'une peau, la vision d'un visage ou le goût d'un baiser dont il peut changer votre vie à tout jamais. Dans toutes les espèces qui connaissent ce processus d'attachement dans leur enfance, elles vont réutiliser ce processus quand elles sont adultes. Quand les animaux font des couples durables, comme les orques que vous voyez là, eh bien ce sont ces circuits qui sont utilisés. L'autre doit apporter le plaisir, l'autre ne doit pas faire peur. Sa présence est douce et rassurante. Alors pour les dauphins, c'est l'amitié. Ce sont les champions du monde de liens amicaux qui peuvent traverser une vie. Oui, parce que les dauphins, je ne vous les conseille pas comme emblème ni de la fidélité, ni d'une sexualité douce et consentante. Non. Mais les dauphins, si en amour ils ne sont pas très forts, l'amitié, ils savent faire. Et quand vous voyez, si vous avez l'occasion de voir cette image dans la mer, deux dauphins qui sautent ensemble dans un saut parfaitement synchronisé, alors vous êtes les témoins d'une amitié qui date depuis très longtemps, qui leur a permis de se connaître à fond. Et qui va jusqu'au fait que si un des deux est soumis à l'attaque d'un prédateur comme le requin, eh bien l'autre va voler à son secours. L'amitié implique la solidarité. Ah, la solidarité. La solidarité, c'est une autre facette de l'amour. C'est aussi une jolie relation positive. Vous vous souvenez de cette histoire, cette guenon qui est tombée sur des rails de chemin de fer en Inde et un mâle a passé 20 minutes pour la réanimer. Et il va réussir à la sauver juste avant que le train n'arrive. Certains ont dit intérêt sexuel ou solidarité d'espèce, d'autres y voient un lien d'attachement. Je vous laisse juge. Le lien ultime de solidarité, pour certains, c'est le couple monogame. Les animaux n'en sont pas exclus non plus. Très rare chez les mammifères, on en a eu la preuve tout à l'heure, la monogamie est quasiment la règle chez les oiseaux. Quoique, depuis, si on va y voir d'un peu plus près, et depuis que notamment les analyses génétiques nous permettent de le faire, on s'est rendu compte que dans ces espèces réputées parfaitement monogames, 25% des œufs ne sont pas du compagnon de nid. Et chez les campagnols des plaines, autre espèce là, de mammifères réputés très monogames, qui a été vraiment un modèle de monogamie, de fidélité, un exemple, 10 000 publications tout de même, eh bien depuis qu'on fait des analyses génétiques, les résultats sont les mêmes. 25% de petits qui sont... Alors, les chercheurs qui sont toujours très forts pour ça, on dit, bon, alors on va définir deux monogamies. Une monogamie sexuelle et une monogamie sociale. Voilà. Comme ça, même dans la nature, il est possible de faire couple pour la vie en s'accordant quelques extras. Mince alors, l'amour éternel ne supposerait pas la fidélité.
Et une fois de plus, on ne peut pas convoquer la nature pour venir témoigner au tribunal de la morale. Et son message est un message de diversité et de tolérance. Alors j'espère que cet amour animal ne fait plus de doute pour vous. Cette passion qui peut unir des humains ou qui peut unir des animaux, ce sentiment peut même traverser la barrière des espèces. Alors j'aurais pu vous montrer des images d'espèces parfois bizarres, parfois éloignées, parfois même ennemies. Vous savez, des Montaigus et des Capulets animaux qui s'aiment malgré les autres. Non, ce que je appelle comme témoin, ce sont les chiens qui peuplent mon quotidien et dont l'histoire avec les hommes s'étale sur plus de 30 000 ans, est une histoire d'amour. Je suis témoin de cet amour fort, véritable et réciproque. Et aujourd'hui, où la recherche s'intéresse enfin au bonheur, au positif, eh bien, les études nous montrent les conséquences de l'attachement. Vous savez ce qui se passe, par exemple, quand un chien et un humain se regardent dans les yeux, eh bien, leur taux d'ocytocine fait un bond chez les deux. Mais les chiens, malheureusement, parfois peuvent souffrir de leur amour. Au quotidien, certains chiens ne supportent pas l'absence de lettre d'attachement. C'est la première... Alors, ils vont tout détruire, ils vont hurler, ils peuvent souiller. Ça pourrait presque parfois prêter à rire, encore que quand on arrive là, ça ne prête pas trop à rire. Mais c'est la première raison d'abandon et d'euthanasie pour les chiens. Je suis sûr que si vous y pensez, vous avez un exemple autour de vous, un ami, un parent qui n'a pas pu garder un chien parce qu'il lui causait trop de dégâts, parce que les voisins se plaignaient, parce qu'il risquait un procès. Les chiens, parfois, meurent de trop aimer. Et alors je vous dis, ces chiens qui sont euthanasiés pour ça, ce n'est plus supportable. Parce qu'aujourd'hui, ces chiens, nous savons les soigner et nous savons les guérir. Il me reste à présenter des excuses à toutes les espèces que j'aurais pu citer comme exemple merveilleux d'amour et d'attachement. Les orang-outans, les mères orang-outans qui protègent tellement bien leurs enfants. Les pères lamentins avec qui nous partageons ce privilège qu'est la paternité. Mais ils sont tous avec moi pour vous dire que nous pouvons être fiers de la part animale qui est en nous. Elle est ce qui nous fait palpiter et aimer. Elle nous inscrit au cœur du monde. Je vous remercie.